Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Et comme Harry, dans ce chapitre 5 de l'école des sorciers, nous allons continuer à suivre Hagrid pour découvrir le monde magique. Alors, on espère que le début de l'aventure Potterhead sur fréquence 9/3/4 vous plaît et que vous avez hâte, tout comme nous, de poursuivre le récit. Si vous souhaitez réagir à l'émission pour rebondir sur un sujet ou pour apporter une précision, par exemple, nos réseaux moldus sont là pour ça. Ils sont là et ils sont pas mal nombreux parce qu'on est sur Facebook, Twitter, Insta. On peut aussi être contacté en commentaire YouTube, si je me trompe pas, ou directement par hibou sur notre boîte mail qui est en description. Il y a pleinement le choix. On lit tous vos messages et on cite certains d'entre vous en fin d'émission dans la volière, comme c'est maintenant la tradition dans notre podcast. Alors on a passé la nuit sous le grand manteau d'Hagrid et le jour se lève, je crois. Il est temps alors de partir à nouveau à la découverte du monde des sorciers. À moins que tout ça ne soit qu'un rêve. Réponse maintenant. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 5. Le chemin de traverse. C'est précisément la première chose à laquelle pense Harry quand le jour se lève, que tout ça n'était qu'un rêve, le géant, la queue de cochon, et cette inscription dans une école de magie. Il a encore les yeux fermés et il entend des coups forts. Il se dit que c'est sûrement la tante Pétunia qui frappe à la porte de son placard comme elle en a l'habitude. Mais non, tout ça était bien réel. Ouf. Harry est bien sous le grand manteau noir d'Hagrid, qui pionce toujours dans le canapé au passage. La tempête est terminée, il fait grand soleil, et le bruit, c'est en fait un hibou qui tape avec son bec contre la fenêtre de la cabane. Harry ressent une énorme sensation de bonheur, et il se précipite à la fenêtre pour ouvrir au hibou. L'animal laisse tomber un journal sur Hagrid, et il se pose sur le manteau en l'attaquant à coups de bec. Alors Harry essaye de faire quelque chose, mais le hibou se laisse pas faire, alors il réveille Hagrid. Le petit Hagridou, il est encore tout endormi et il grommelle que le hibou veut être payé pour le journal et que les pièces sont dans une poche. Alors, le journal coûte 5 noises. Harry, forcément, il a jamais entendu parler de cette monnaie et Hagrid lui explique alors que ce sont les petites pièces en bronze, les noises. Harry dépose l'argent dans une petite bourse en cuivre attachée à la patte du hibou qui s'envole par la fenêtre. C'est un peu agressif quand même, je trouve, les méthodes d'abonnement à la Gazette. On dirait un peu le plan de com de Wikipédia quand il demande de l'argent au lecteur. Tu sais, ça s'affiche de partout, ça t'agresse. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe si t'as pas d'argent, si tu donnes pas d'argent au hibou? Il te harcèle toute la journée. Il te suit. Avec des coups de bec. Est-ce que c'est le meurtre le plus long du monde version hibou? N'importe quoi. Hagrid se lève et dit à Harry qu'il ferait bien d'y aller car ils ont beaucoup de choses à faire aujourd'hui à Londres. À ce moment-là, Harry, qui a toujours les pièces de monnaie sorcière dans la main, il a un doute, un gros doute même. Il se demande comment il va bien pouvoir payer ses affaires d'école car il n'a pas d'argent et a priori, vu ce qui s'est passé hier soir, c'est pas son oncle qui paiera non plus. Alors t'imagines du coup, fin alternative, Hagrid qui dit « Ah mais genre t'as vraiment zéro thune? Bon désolé, à bientôt peut-être. » Des os, pas des os. Mais Hagrid le rassure en informant Harry que ses parents lui ont laissé de l'argent à Gringotts, la banque des sorciers. Après cette info, Harry emmène Hagrid à Londres en jet privé. Ils tombent tous les deux dans le monde de la nuit et ils passent leur temps dans des soirées privées avec des prostituées. Et Harry meurt d'une overdose 1 an plus tard, à 12 ans. Alors vous noterez que ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, Jérém est très en forme. C'est à son tour d'être malade et je pense qu'il a un peu trop abusé de potions magiques pour son rhume. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis pas du tout bien en vrai. Pour le coup là, c'est moi qui suis un petit peu malade. D'où ces petits délires, on va dire. Mais non, rassurez-vous. Harry et Hagrid ne tombent pas dans la drogue. Non, Harry est curieux à propos de Gringotts. Alors Hagrid lui raconte que c'est la seule banque des sorciers du Royaume-Uni et qu'elle est tenue par des gobelins. Que c'est le lieu le plus sûr du monde, à part peut-être Poudlard. Ah, c'est rassurant. Alors ouais. Si c'est aussi sûr que Poudlard,
Et justement, encore une fois, désolé, mais on peut en douter. Certes, les gobelins, ce sont des créatures très protectrices de leur richesse, mais le vol, il semble pas non plus impossible à Gringotts. Et la preuve, c'est que le jour même, Quirrell va parvenir à forcer le coffre 713, par exemple. Alors, dans les reliques de la mort, on verra que du polynectar et l'Imperium permet aussi de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Gringotts est vraiment un lieu sûr ? Peut-être plus sûr que certains lieux magiques, mais en tout cas, certainement pas infaillible. Et non. ça, on le voit plusieurs fois dans les livres. Après, il n'y a aucun lieu vraiment sûr malgré la magie, en fait. C'est ça le... Plus sûr que d'autres, on va dire. Ouais, parce que en fait, certes, ils sont ultra protégés. Par exemple, les sorciers, ils savent très facilement se protéger des moldus, mais les sorciers, en fait, ont du mal à se protéger des sorciers eux-mêmes, Entre en fait. eux, ouais. En même temps, il y a un peu des armes inégales. Je suis en train de me poser la question entre un Avada Kedavra et une arme, tout simplement. C'est au plus rapide. Après... Parce que j'avais pensé aux forces inégales, tu vois. Après, il y a cet exemple-là qui est souvent cité, le sortilège de la mort. Finalement, les moldus ont créé des armes qui sont à l'égal, en fait, du sortilège de la mort. C'est juste que ta baguette, c'est un pistolet, par exemple. Mais les sorciers, ils ont quand même plein d'autres sortilèges que les moldus ne peuvent pas créer. Et je trouve que l'Imperium, justement, il y a un bon exemple. L'Imperium, c'est quelque chose... C'est un pouvoir incroyable, c'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux de ta victime quand t'es moldu. Désolée, mais les théoristes du complot te diraient que ça peut exister, d'accord ? La manipulation mentale des populations. Chemtrails sur les avions, là, c'est les fumées en fait qu'on inhale. On inhale les fumées des chemtrails et finalement ça nous fait croire des choses. Selon une théorie du complot. Ça nous fait croire notamment que la Terre est ronde alors qu'elle est plate, peut-être. Bah oui, forcément. De toute façon, on va revenir un petit peu plus tard sur le débat sur les théories du complot. Non, sur le débat sorcier moldu et notamment par la petite chose que dit Hagrid à Harry, ça va arriver dans quelques instants. Alors Harry et Hagrid partent de la cabane en bateau. Même si Hagrid n'est pas censé utiliser la magie, il jette un sortilège sur la barque pour éviter de ramer. Hagrid lit son journal et il critique le ministère de la magie. Il apprend à Harry que le ministre est Cornelius Fudge et qu'il a été nommé notamment parce que Dumbledore, que tout le monde voulait, ne souhaitait pas quitter Poudlard. Alors justement, ça arrive très rapidement parce que c'est à ce moment-là que Hagrid dit cette phrase importante pour expliquer que le ministère de la magie, ça sert principalement à garder leurs secrets. Je cite. Il ne faut pas que les Moldus sachent qu'il y a toujours des mages et des sorcières d'un bout à l'autre du pays, sinon ils essaieraient de faire appel à nous pour résoudre leurs problèmes. On préfère qu'ils nous laissent tranquilles. Alors, est-ce qu'il y a un problème de morale qui se pose pour les sorciers ? Est-ce que, imaginons que ça existe réellement, les sorciers, est-ce que leur don magique, ça leur imposerait pas de venir en aide à ceux qui en sont dépourvus, c'est-à-dire les Moldus ? Mais oui, pourquoi ils partageraient pas leur pouvoir ? Ils ont fait le choix inverse. Ils ont fait le choix de se protéger. Après, on peut les comprendre dans le sens où, quand tu regardes ce que fait la société des avancées technologiques, par exemple, forcément, ça va toujours dans l'abus. Donc, quand tu vois ce qui se passe, par exemple, avec les animaux fantastiques à venir, ils vont voir la folie des hommes par la Seconde Guerre mondiale ou la Première ? La Seconde, je crois. Donc, forcément, est-ce que mettre à disposition des moldus la magie serait une bonne chose. En soi, oui, moralement, bien sûr, pour soigner des maladies, pour le maintien de la paix. Et encore, il y aurait toujours des hommes égocentriques pour essayer de s'emparer de la magie, en faire autre chose, et avec des mauvais objectifs en tête. C'est sûr. Donc ça pénalise la majorité à cause d'une minorité qui en ferait des choses assez destructrices, je pense. En fait, là où je trouve le constat d'Hagrid assez philosophique, c'est que Hagrid explique finalement pourquoi le monde des sorciers, ça tourne pas bien non plus. Parce que ça semble être un problème humain. C'est-à-dire que finalement, les sorciers, ils se mêlent pas aux histoires des moldus parce que les moldus seraient déraisonnables en fait. Et finalement, ils demanderaient tout le temps le pouvoir des sorciers. Il faudrait que les sorciers règlent tous leurs problèmes. On pourrait même imaginer
comme on le dit, si les Moldus deviennent puissants avec leurs armes, ils pourraient même rendre esclaves des sorciers pour profiter de leur magie. Contre les sorciers. Et c'est assez philosophique dans le sens où, pour moi, c'est un problème humain, et le problème humain, il se pose au sein des Moldus, par exemple avec la guerre. Enfin, c'est pas approuvé que les Moldus savent pas vivre entre eux, mais les sorciers savent pas vivre entre eux non plus. Et on le voit, c'est pour ça qu'il y a un Voldemort. C'est qu'il y a des abus. Et c'est un constat assez triste, et finalement qui se confirme. C'est-à-dire que Hagrid, il dit, les sorciers, on a décidé de vivre en autarcie, de vivre de notre côté, parce que les Moldus, eh bien, il y a des gens bien, hein, mais il y aurait des gens pas bien qui feraient que le lien entre les sorciers et les Moldus, ça se passerait pas bien. C'est pour ça qu'on a décidé de vivre entre nous. Et finalement, c'est un petit peu chacun ses problèmes. C'est-à-dire les Moldus avec leur guerre, et nous avec nos guerres aussi à nous. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on se fait la guerre, mais au moins on se fait pas la guerre entre nous. On se fait pas la guerre l'un contre l'autre. Mais même si ça reste de la fiction, je pense que ça serait intéressant de faire un essai sur cette question. Alors que Harry et Hagrid se dirigent vers la gare, Hagrid glisse comme ça, l'air de rien, qu'il rêverait d'avoir un dragon. Comme par hasard. Ça ne reviendra pas du tout plus tard dans l'histoire. Ils prennent un train pour Londres, et dans le train, tout le monde regarde Hagrid avec des yeux ronds. Bon, il faut dire qu'il prend quand même 2 sièges à lui tout seul, et qu'il tricote quelque chose qui ressemble à un chapiteau de cirque. Dans le train, Harry, il lit pour la première fois sa liste de fournitures, que je cite. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Uniforme. Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. Petit 1, 3 robes de travail noires, modèle normal. Petit 2, un chapeau pointu noir. Petit 3, une paire de gants protecteurs en cuir de dragon ou autre modèle semblable. Petit 4, une cape d'hiver noire avec attache d'argent. Stylé. Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. Comme en maternelle et en primaire. Ouais, c'est ça, c'est la caution un peu moldue, ça. Trop mignon. Livre et manuel. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements niveau 1 de Miranda Fauconnet. Histoire de la magie de Bathilda Tour-de-Sac. Magie théorique de Adalbert Lassornette. Manuel de métamorphose à l'usage des débutants de Émeric G. Changé. 1000 herbes et champignons magiques de Philida Ogirol. Potion magique de Arsenius Bolitron. Vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragono. Et enfin, Force obscure, comment s'en protéger de Quentin Jean Tremble. Les fournitures, une baguette magique, un chaudron, modèle standard en étain taille 2, une boîte de fioles en verre ou cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il a rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai, sauf pour Harry Potter parce que, hey bitch, je suis Harry Potter, c'est mon histoire. C'est moi le héros. Tu prends quoi entre un chat, un crapaud ou un hibou ? Le crapaud, je vois pas l'intérêt. Le chat, il t'apporte de l'affection et il t'apporte de l'affection dans ton dortoir, tu le caresses, il ronronne, c'est trop bien. Et en même temps, un hibou, il est pratique. Oui, mais il y a bien des... C'est pas parce que tu n'as pas de hibou en animal de compagnie que tu peux pas envoyer recevoir des lettres. Ouais, c'est vrai. Donc un chat. Et toi ? Moi aussi, un chat évidemment. Ah non, t'as pas le droit de choisir comme moi. Non, un chat évidemment. Ouais, toi, la question, elle se pose pas trop. C'est la première fois, avec cette liste de fournitures, que l'on voit le nom de Norbert Dragono. Est-ce que toi, tu cautionnes cette traduction ? Je me suis jamais posé vraiment la question parce que j'ai jamais lu les livres en VO. J'ai tenté. Et j'avoue que mon anglais, peut-être, j'arrive très bien à comprendre l'anglais, mais à la lecture comme ça, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire avec Harry Potter en VO, donc du coup, je me suis toujours habituée au non-VF, et ouais, j'avoue que je me suis jamais posé la question par rapport à Newt Scamander, c'est ça ? Ouais. Non, mais Norbert Dragono, je trouve ça plutôt cool comme nom. Pas toi, non ? Bah, je trouve ça rigolo, en fait, dans une liste de fournitures scolaires, et c'est
d'ailleurs dans ce contexte que Jean-François Ménard l'a traduit, hein, c'est un nom comme les autres que j'ai cités. Bon, il y a Bathilda Tour-de-Sac qui reviendra plus tard, mais bon, Quentin, Jean Tremble, voilà, c'est plus de l'ordre du détail humoristique. Sauf que c'est la question qu'on s'est posée en fait quand on a appris que Newt Scamander allait être le nouveau héros de la nouvelle saga dans l'univers d'Harry Potter, c'est que est-ce qu'ils allaient changer son nom en fait, parce que Norbert Dragono, ça a quand même un petit peu moins la classe que Newt Scamander. Et tu vois ce que je veux dire, c'est Newt Scamander. J'aime bien Norbert Dragono. Je trouve que ça lui va très bien, même à l'acteur, au personnage, ça me pose aucun problème. Bah finalement, on se familiarise, ouais. Ouais, assez facilement. C'est vrai qu'on se familiarise. Après, moi personnellement, je l'ai adopté. Mais je t'avoue qu'avant que, par exemple, le premier film sorte, j'avais des gros doutes quand même sur le fait que le personnage principal s'appellerait Norbert Dragono, quoi. Je trouve ça un petit peu potache. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme les autres noms, en fait, dans cette liste. Hein. Jean Tremble, oui. Mais Dragono, non. Je sais pas, non, ça me choque pas du tout, tu vois, cette traduction. Après, je continue de penser que Newt Scamander, ça a quand même beaucoup plus de classe, quoi. Mais comme souvent en anglais, ça a toujours plus de classe. Ouais. Tu vois, par exemple, Bathilda Tour-de-Sac, c'est un peu potage, comme tu dis, entre guillemets, mais non, ouais, je trouve ça plutôt marrant et cool. Je trouve que ça passe assez bien. Ça s'appelle Backshot en anglais. On va rester à Tour-de-Sac. C'est la première fois que Harry se rend à Londres et il suit Hagrid à la trace dans les transports en commun. Hagrid, il dit dans le métro « Je sais pas comment font les moldus sans la magie ». Eh ben, je vais te répondre, Hagrid, en direct de Lyon TCL, on galère. On n'a pas de métro pour aller au travail et pour en revenir. À Lyon, le métro, c'est la galère en ce moment. C'est horrible. Donc on fait avec, tout simplement, Hagrid. Écoute, c'est comme ça. On fait avec nos jambes. Oui. Ouais, la plupart du temps, ouais. Ça se finit comme ça. En suivant Hagrid dans les rues de Londres, Harry commence à avoir un doute affreux. Et si tout ça n'était qu'une mauvaise blague des Dursley, que le monde des sorciers n'existait pas. C'est un prank. C'est un prank géant. Un prank qui a mal tourné. Ça a mal tourné. Avec Voldemort, ça a mal tourné. À moi, quand même, à la place de Harry, j'aurais été un peu plus loin dans l'inquiétude. Je me serais demandé si Hagrid, c'est pas carrément un criminel, genre prédateur sexuel sur enfant de 11 ans, quoi. Parce que quitte à avoir des doutes, autant avoir des doutes sur Hagrid, quoi. Je vais éloigner tout de suite les antibiotiques de la table. Et je crois que t'as un peu trop bu de sirop pour la toux cette semaine. J'en peux plus. Non, mais quand même, la preuve que les Dursley n'en ont rien à taper de Harry, c'est quand même qu'ils le laissent partir à Londres avec un géant qu'ils ne connaissent pas. Hein. Mais pour rassurer Harry, Hagrid l'emmène dans un pub miteux avec plein de gens bizarres. Allez, viens Harry, après 2-3 pintes, on sera au monde magique de Dumbledore. C'est au PMU. Alors tout le monde à l'intérieur, est un peu bizarre. Ils semblent tous connaître Hagrid. Tu m'étonnes qu'ils connaissent tous Hagrid. C'est un pub. Il y a le quintet du Quidditch au PMU. C'est le roi du quintet Quidditch, Hagrid. En partenariat avec Omar Sharif. Omar Sharif, c'est celui qui présentait le quintet à la télé. Tu sais, l'annonce du quintet à la télé. Et tout le monde à l'intérieur salue Hagrid. Il refuse un verre proposé par Tom, le barman chauve, en expliquant qu'il est en mission pour Poudlard. Et à ce moment-là, le barman reconnaît Harry Potter. Il y a un grand silence, puis Tom lui serre la main, les larmes aux yeux. Tout le monde au bar fait la même chose, et Harry se retrouve au milieu à serrer toutes les mains tendues vers lui. Parmi eux, il y a Doris Crockford, mais aussi Daedalus Diggle, un personnage qui va revenir dans la saga. Alors déjà, Harry le reconnaît pour l'avoir déjà salué dans un magasin, et Daedalus est tout ému qu'il s'en souvienne. Est-ce que tu savais que dans la première édition d'Harry Potter, il y avait certains passages qui avaient été supprimés en premier lieu, et puis ensuite revenus. Genre Doris Crockford, elle apparaît pas dans la toute première édition, elle apparaît dans les prochaines en fait. Ah, ok, non, je savais pas. Il y a plein de passages comme ça où je trouve un article qui reprenait, il y en a énormément. Genre par exemple, on va voir pour le passage pour la différence entre stalactite et stalagmite. Ce genre de phrase avait été coupé dans la première édition.
Il n'y a pas la Gazette des énormément. Sorciers qui a sorti ou qui a republié un article sur ce sujet-là? Ah, peut-être, j'avais vu ça sur un forum. D'accord. Mais la Gazette l'a peut-être repris, ouais. Ah, c'est étonnant. Je me souviens du nom de Cornelius Fudge qui a changé aussi, Ouais. qui s'appelait La Fadaise ou quelque chose comme ça. Ouais, t'en avais parlé dans le podcast. Ouais. Et c'est étonnant ces petits changements en fonction des éditions. C'est Doris Crockford qui a écrit une lettre à Gallimard pour apparaître. Alors, est-ce que tu te souviens à quel moment Dédalus Deagle va revenir dans l'histoire? Non, mais je pense que tu vas me le dire. Oh oui, je vais te le dire. Très naturel ce podcast, comme vous pouvez vous en rendre compte. Pas du tout écrit. Très improvisé ce soir. On est en pleine forme. Alors, c'est la deuxième fois que son nom revient, puisque McGonagall le soupçonnait déjà d'être à l'origine des pluies d'étoiles filantes dont parle le présentateur télé. Tu t'en souviens de ça? C'était dans le chapitre 1. Non, je me souviens de rien d'ailleurs. J'ai un problème de mémoire. Je sais pas. Bah, si t'as un problème de mémoire, je te conseille un podcast qui s'appelle Fréquence 9 3/4. C'est pas mal parce que ça reprend Harry Potter chapitre par chapitre. Alors, Dédalus Deagle, il fera aussi partie dans l'Ordre du Phénix de la garde rapprochée pour emmener Harry aux 12 Square Grimoire. Et dans les Reliques de la Mort, il est chargé avec Estia Jones de la protection des Dursley quand ils quitteront Private Drive. Tout ça, ça a été modifié dans les films. Alors, dans le pub, il y a aussi évidemment le professeur Quirrell. Il est présenté comme un jeune homme au teint pâle avec des tics nerveux. Alors, à noter quand même que contrairement au film, Quirrell, il porte pas encore son turban parce que précisément, il n'a pas encore été puni par Voldemort pour le vol qu'il va rater. Mais il n'y a pas aussi une différence entre le livre et le film? C'est que dans le film, il ne veut pas lui serrer la main, alors que dans le livre, il lui serre. En fait, moi aussi je le croyais, mais en fait dans le livre, il lui serre pas la main non plus. Mais, Ah ouais? Mais dans le film, il refuse de serrer la main, alors que là, c'est juste pas indiqué s'il lui serre la main ou pas en fait. Ok, donc c'est un ajout pour la tension dramatique ou le mystère Ouais, c'est ça. dans les films. Et l'ajout est pas terrible en fait dans le film, parce que on comprend pas très bien pourquoi Quirrell refuse de serrer la main à Harry. Alors, ça fait effectivement une annonce pour ce qui va arriver, le fait que Harry va détruire Quirrell en le touchant grâce à l'amour protecteur de sa mère. Mais en même temps, Quirrell, il est censé pas le savoir qu'il peut pas toucher Harry. Donc c'est un peu curieux. Pourquoi avoir fait ça induit plus en erreur qu'autre chose. C'est pas tellement une incohérence, mais c'est un peu bizarre. Et le fait qu'il ait son turban, c'est aussi bizarre, parce que précisément à ce moment-là, il a pas Voldemort derrière la tête. Hagrid parvient à extraire Harry de sa foule d'admirateurs en prétextant qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Il dit de Quirrell qu'il allait bien lorsqu'il étudiait dans les livres, mais qu'il a peur de tout depuis qu'il a rencontré des créatures dans la forêt noire. Alors la forêt noire, pour les nuls en géo comme moi, c'est un massif montagneux au sud-ouest de l'Allemagne. C'est aussi un dessert. Ah oui. Au chocolat. D'ailleurs, quand tu tapes la forêt noire dans Google, t'as que des desserts. Ah oui. Donc j'ai dû changer ma recherche Google. Et moi, en fait, un peu naïvement, quand je lisais, j'ai associé la forêt noire en fait à la forêt en Albanie. Oui, moi aussi. Et non, en fait, c'est-à-dire que Hagrid dit, a priori, il sait pas que Quirrell s'est rendu en Albanie, donc il y a pas trop de doute autour de Quirrell sur le fait parce que c'est bien en Allemagne. Il y a pas de doute que ça soit en Allemagne en fait. Il y a, en tout cas, Hagrid, a priori, ne sait pas que Quirrell s'est rendu en Albanie, donc on peut imaginer que Dumbledore ne le sait pas non plus. Or, Dumbledore, il doit savoir quand même que, il doit avoir au moins des idées que Voldemort, se cache en Albanie. Donc, Quirrell doit pas être vraiment dans le viseur de Dumbledore. Déduction. Enfin, tout ça pour dire que non, la forêt noire, ce n'est pas la forêt en Albanie. Pour ceux qui... Et ce n'est pas qu'un dessert. Et ce n'est pas qu'un dessert non plus. Mais c'est un très bon dessert. Hagrid emmène Harry dans l'arrière-cour du bar où se trouvent les poubelles. Il sort son parapluie rose, puis il tapote 3 fois à un endroit précis, sur le mur de briques en face de lui. Soudainement, les briques se mettent à bouger et ouvrent bientôt un passage vers une grande rue pavée. Il a alors cette réplique célèbre « Bienvenue sur le chemin de traverse ».
Harry découvre alors plein de boutiques sorcières pour acheter des chaudrons, des hiboux, mais aussi des balais magiques, où est exposé notamment le nouveau Nimbus 2000, des robes de sorciers, des grimoires, bref, le paradis, je crois, le chemin de traverse. Alors si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à visiter York, au nord de l'Angleterre, en passant par les magnifiques Shambles. C'est une rue qui est une inspiration directe pour le chemin de traverse, et c'est incroyable parce que c'est le chemin de traverse dans la vraie vie, dans une vraie ville. C'est incroyable. Donc, avec les balais, les baguettes magiques et tout ça. Et ben en fait depuis, alors moi quand j'y suis allé, c'était il y a quelques années déjà. C'était des boutiques un peu de tout, mais depuis, ça doit quand même faire 1 an ou 2, je pense. Il y a une boutique Harry Potter maintenant qui s'est installée en fait dans les Shambles, tellement que cette rue en fait, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans d'Harry Potter. Alors d'ailleurs, en parlant de boutique de sorciers, si vous êtes du côté de Lyon, ce week-end, il y a un marché du petit sorcier le dimanche 27 à Grigny. Et apparemment, il y aura des produits dérivés, des créations originales par des artisans du coin. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Donc en tout cas, nous, on va y être. On va jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air très sympa. Il y a Initiation au Quidditch, je crois. Escape Game. Il y a la boutique Mr. Sims aussi qui vend des bonbons et des produits dérivés Harry Potter. Je pense que ça va être une journée bien sympathique sur le thème d'Harry Potter. On vous partagera tout ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Hagrid et Harry se retrouvent bientôt devant Gringotts. C'est un grand bâtiment d'une blancheur de neige avec un grand portail en bronze. Pour la première fois devant la banque, Harry il voit un gobelin qui s'incline à leur passage. Sur la porte en argent de la banque est gravé un poème pour mettre en garde les visiteurs, que je cite « Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir, car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité, le prix devra payer. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur te trouvera en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. » Bon, sauf si tu prends du polynectar, ça passe. J'aime beaucoup les traductions de Jean-François Ménard pour ce genre de poème, pour ce genre de traduction tout simplement. C'est vraiment fait avec beaucoup d'intelligence et de respect par rapport à l'œuvre originale. Ils entrent dans le vaste hall de la banque qui est tout en marbre. Derrière un immense comptoir, il y a une centaine de gobelins assis sur des tabourets qui travaillent. Partout dans le hall, il y a un nombre incalculable de portes aussi. C'est un décor maintenant qui peut être visité au Studio Tour de Londres. Le rêve. Oh là là, j'ai tellement hâte d'y aller. Moi, j'y suis déjà allé, mais ça commence à remonter aussi. Oui, bah merci, je sais. Non, mais il n'y avait pas Gringotts. Hein. Donc, il y avait il n'y avait pas Gringotts, il n'y avait pas le Poudlard Express, et il n'y avait pas la forêt interdite non plus. Donc, quand on y retournera, en fait, je vais aussi découvrir en même temps que toi des lieux du Studio Tour. On y va quand ? Ah bah quand tu veux, j'attends que tu m'invites. Je crois qu'il faut qu'on ouvre un Tipeee du coup. On va se faire inviter par les auditeurs. Bah inviter non, mais au moins faire partager l'expérience. D'ailleurs on y pense de faire un Tipeee. Ça, on y pense peut-être pour Noël, on verra. Pour Noël. Hagrid se présente au comptoir et il explique que c'est pour retirer de l'argent du coffre d'Harry. Il donne la clé du coffre et il remet aussi une lettre de Dumbledore au gobelin en précisant que c'est au sujet de vous savez quoi dans le coffre numéro 713. Harry est curieux de savoir, mais Hagrid lui répond que c'est une mission très secrète et qu'il ne peut rien dire. Bon, c'est un peu drôle quand même quand on sait que Hagrid va être leur indique numéro 1 concernant la pierre. Alors on peut regretter au passage que la traduction du titre du premier tome soit différente de la version originale, mais dans ce cas précis, le titre original, la pierre philosophale, est-ce que c'est pas un énorme spoiler quand même ? Ils annoncent l'intrigue dans le titre. C'est ça ? Enfin, c'est un peu curieux parce que c'est vrai que quand le livre, certes, il s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers, je suis pas hyper fan du titre, tout simplement parce qu'il respecte pas en plus la continuité en fait des autres titres. C'est toujours Harry Potter et un élément de l'histoire, sauf pour le premier, c'est dommage. Mais là, c'est vrai que la pierre philosophale, pour le coup, en version anglaise, il n'y a pas de suspense. On sait que le petit paquet dans le coffre 713, c'est la pierre philosophale, puisque c'est le titre du livre. Je sais pas, moi j'ai une affection particulière avec Harry Potter à l'école des sorciers dans le titre. Ça, c'est le premier qu'on lit, c'est le... Ouais, je sais pas, j'ai une affection pour ce titre. Ça m'évoque plein de choses.
C'est un peu comme Norbert Dragono, en fait. Moi, je me suis familiarisé avec ce titre. Ouais, voilà. Mais après, ça m'empêche pas de continuer à être un petit peu critique parce que j'aurais bien aimé finalement qu'il respecte la volonté de J.K. Rowling. Alors, une chose qu'on n'est pas dans ce podcast, c'est critique. On ne critique jamais. Jamais de mauvaise foi, rien du tout. Après, pour notre défense, en tout cas pour la défense de Gallimard, l'éditeur français, on n'est pas les seuls en fait à avoir changé le titre, puisque Harry Potter et la pierre philosophale, pour nombre d'éditeurs étrangers, ça semblait pas assez attirant pour les enfants. Et donc par exemple aux États-Unis, c'est l'exemple le plus connu, c'est que ils n'ont pas été aussi radicaux que les Français, mais ils ont changé philosophale par sorcier en fait. Donc ça s'appelle Harry Potter et la pierre des sorciers, The Sorcerer's Stone. Pour le coup, il n'y a pas trop de logique dans ce titre. À l'école des sorciers, il y a une logique puisqu'ils découvrent l'école des sorciers, alors que là, la pierre des sorciers, pas trop de sens. En fait, ils ont gardé l'aspect objet, c'est-à-dire Harry Potter et la pierre, mais ils ont changé philosophal parce que je pense qu'ils pensaient que ça allait rebuter les enfants qu'ils visaient à travers ce livre. Et ils ont changé par la pierre des sorciers, parce que les sorciers, tout de suite, ça fait parler. Mais c'est exactement ce qu'a fait Gallimard avec À l'école des sorciers. C'est le gobelin Gripsec qui va mener Harry et Hagrid à leur coffre-fort. C'est évidemment un personnage qui va revenir aussi, cette fois dans les Reliques de la Mort, puisqu'il sera capturé par les rafleurs et il accompagnera le trio pour l'infiltration à Gringotts. Alors, petite devinette pour toi, Marina. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre Gripsec et Lavande Brown ? Alors, petite confession, c'est ce matin, tu me l'as posé en avance, la devinette. J'ai fait des suppositions et j'ai pas trouvé. Et au travail, je devrais pas, mais au travail, j'ai cherché sur Internet pendant ma pause. Je me justifie. La pause syndicale Harry Potter. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé ? Bah non, il y avait le changement d'acteur. Ouais, parce que je t'ai donné des indices, c'est lié au film. Non, tu l'as pas ? Non, je l'ai pas trouvé sur Internet. J'ai mal cherché. Alors, le point commun entre Gripsec et Lavande Brown, qui peut poser un problème de canon, en fonction de la définition qu'on lui donne, c'est que ce sont deux personnages que les films ont tués, mais que les livres n'ont pas tués. C'est-à-dire que dans le livre... Ah si, j'avais vu passer vite fait. Oui, d'accord, oui. Okay. Alors, il y a peut-être d'autres exemples, mais j'en ai pas en tête. C'est-à-dire que Gripsec, dans le film, il meurt, puisque une fois après avoir récupéré, après la fuite à Gringotts, l'épée de Godric Gryffondor, on le voit, il fait partie des gobelins qui sont assassinés par Voldemort. Et sauf que c'est une scène qui n'est pas explicite dans le livre. En tout cas, il n'y a pas mention de Gripsec qui aurait été assassiné à ce moment-là. Et Lavande Brown, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'elle se fait attaquer par Fenrir Greyback, mais dans le film, elle est clairement morte, et en plus, c'est confirmé dans un ouvrage, je sais plus exactement lequel, making-of du film, qu'elle est bien morte, alors que dans le livre, elle est juste affaiblie, ou il y a un terme qui explique qu'elle est vraiment pas bien, mais on sait pas si elle est morte. D'accord. Voilà. Bon. Petite anecdote. Non mais ouais, j'ai vu passer vite fait dans les descriptions, mais ouais, j'ai pas cherché plus que ça. Ok. Et c'est vrai que chez les fans, ça pose un problème de canon, parce que si les films sont canons, les personnages sont morts, mais si on considère que les films sont pas canons et que les livres sont la seule source fiable, ce sont des personnages qui, a priori, sont encore vivants, ou en tout cas on ne sait pas. C'est dingue, je me demande qu'est-ce qui peut motiver ce choix-là du film. Après, peut-être que pour J.K. Rowling, les personnages meurent et ils l'ont consulté, surtout qu'on sait que dans les Reliques de la Mort, partie 2, elle est productrice exécutive, je crois, du film, donc elle a forcément été consultée. Mais après, c'est toute la problématique du canon Harry Potter, c'est est-ce que le fait que J.K. Rowling soit crédité dans le film, est-ce que ça rend le film et toutes les infos qu'il y a dedans, est-ce que c'est canon ou pas ? Grand débat. Dans le livre, en tout cas, ces deux personnages, on ne sait pas s'ils meurent ou pas. Gripsec guide Harry et Hagrid dans un passage en pierre en pente raide, puis dans un wagonnet qui parcourt des galeries en tournant sans cesse et de plus en plus loin, dans les profondeurs de Londres. Honnêtement, si c'était la même chose pour accéder à ma banque, j'irais plus souvent. Ah ouais, bah moi pas du tout. Ah ouais ? Ah non, j'aimerais pas. T'aimes pas trop les montagnes russes ? Bah,
Pardon pour vos oreilles, j'ai soufflé dans mon micro. Bah si, mais j'imagine le vide, la profondeur des grottes de Gringotts, enfin ça me branche pas du tout. Mais t'inquiète pas, Hagrid il t'a dit que c'était un lieu sûr. Ouais, bien sûr. Alors il y a quand même un moment où Harry il va se pencher et Hagrid il va le ramener dans le wagonnet. Donc bon, ça peut arriver des chutes mortelles apparemment. Hagrid, lui, est pas trop fan des montagnes russes, un peu comme toi. Et il a vite mal au cœur. Arrivé devant son coffre, Harry découvre tout l'or qu'il possède. #Money Beach. À ce moment-là, Harry, il a cette pensée, je cite, « Si l'oncle Vernon et la tante Pétunia l'avaient su, c'est-à-dire tout l'or qu'il possède, il lui aurait déjà tout pris. » Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il l'aurait vraiment fait, selon toi, Pétunia et Vernon ? Tu en doutes une seule seconde ? Est-ce qu'il lui aurait piqué son or ? Bah oui. Ok. Attends, ils n'hésitent pas à le traiter comme un esclave, à le maltraiter. Tu penses qu'il se serait arrêté à... Non, on le traite vraiment très mal, mais par contre, même physiquement, tu vois. Mais par contre, son argent, on lui laisse. Je pense qu'ils auraient eu aucun scrupule à lui voler son or, hein, c'est sûr. Ok. Toi, tu penses qu'ils auraient eu des scrupules ou... Peut-être la seule chose qui les aurait arrêtés, c'est la peur. La peur de Gringotts, des gobelins, mais sinon, je pense que à part ça, rien ne les arrêtera. C'est vrai que je les vois pas trop à Gringotts avec Gripsec dans un wagonnet pour aller piquer l'argent de Harry. Non, mais certainement qu'ils l'auraient fait, mais ils sont cruels, hein, c'est sûr. Peut-être. Non, mais finalement, je te rejoins. Tu rejoins la team Marina. Team Marina. Hagrid en profite pour expliquer à Harry le principe de la monnaie sorcière. Alors, les pièces en or, ce sont des galions. En argent, ce sont des mornilles. Il y a 17 mornilles dans un galion. Et en bronze, ce sont des noises. Il y a 29 noises dans une mornille. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? En même temps, c'est assez british de faire compliqué. Hein. En même temps, quand tu vois le Brexit... Oui, puis quand tu vois le fait... Ils aiment la complication. Tu vois le fait qu'ils aient gardé leurs livres et avant ça, qu'ils roulent à gauche et compagnie. Sacrés Anglais. On vous aime quand même. On vous aime beaucoup. Parce que vous avez Harry Potter, mais sinon... Et les Beatles. Et Prince William. Et Prince Harry. Tu te calmes. Hagrid aide Harry à prendre suffisamment d'or pour payer ses fournitures et ils se mettent en route désormais pour le coffre 713. À ce moment-là, Hagrid demande à Gripsec si c'est possible d'y aller plus doucement cette fois, et le gobelin il lui répond que la vitesse n'est pas réglable. Alors c'est trop drôle parce que c'est une banque de sorciers au pouvoir magique avec des dragons, mais le wagon il a pas de boîte de vitesse. Mais je trouve que c'est un petit peu à l'image aussi de l'univers sorcier que présente Rowling, c'est un peu un univers où plein de choses sont possibles, c'est un monde merveilleux, les pouvoirs magiques ils sont incroyables, mais en même temps c'est aussi un monde un peu rouillé, un peu ancien. Qui fonctionne un peu à deux vitesses. Ouais, voilà, à deux vitesses, exactement. Arrivé au coffre, Harry s'aperçoit qu'il n'y a pas de serrure. Gripsec caresse la porte du bout des doigts et elle disparaît. Oui, c'est un peu sexy ce moment. Le gobelin explique que si quelqu'un tentait d'ouvrir la porte, il serait aspiré à l'intérieur et qu'il vérifie si c'est le cas tous les 10 ans, avec un rire mauvais. Bon, sauf pour Quirrell, quelques minutes plus tard, mais bon, ça on va passer. Harry s'attend à avoir un énorme trésor, mais il est déçu quand il s'aperçoit qu'il y a seulement un petit paquet dans du papier craft. S'il savait ce que c'était. Eh oui, si seulement il savait. Hagrid récupère le paquet, et avant de repartir dans le wagonnet, il demande à Harry de pas lui parler pendant le voyage, car il vaut mieux qu'il garde la bouche fermée, et personne n'a envie de voir ce qui se passe sinon. Donc, après une nouvelle course endiablée dans les profondeurs de Gringotts, il se retrouve dehors à nouveau à la lumière. Harry a trop hâte de dépenser son argent. Il ne s'était jamais senti aussi riche. Aussi riche tout comme moi quand j'ai mon salaire en début de mois. Et après, ça change très vite. Au 5 du mois, tout de suite ça change. Je visite un peu trop le chemin de traverse en début de mois. Hagrid lui indique le magasin de Madame Guipure, prêt à porter pour mage et sorcier, pour qu'Harry commence par l'achat de son uniforme. Mais ce dernier ira tout seul, parce qu'en effet, notre bon vieux Hagrid a besoin d'un petit remontant suite à ses émotions à la banque. Le remontant, c'est la solution à tout. Le petit Sky pur feu. Quoique intimidé, Harry rentre seul dans la boutique. Il se fait tout de suite aborder par Madame Guipure, comme les vendeuses de Sephora.
au taquet, dès que tu rentres. L'agression. T'as besoin d'aide? Un petit parfum? Elle lui indique que si c'est pour Poudlard, elle a tout ce qu'il lui faut et que même un garçon est déjà en train d'essayer son uniforme. Le garçon dont elle parle, c'est un garçon qui a le teint pâle, le nez en pointe, et il se tient debout pendant qu'une sorcière s'affaire sur sa longue robe noire. Harry est installé sur un deuxième tabouret à côté de lui. Le garçon au teint pâle le salue et lui demande s'il va à Poudlard. À peine Harry lui a répondu par l'affirmative qu'il commence à lui raconter sa vie. Il lui raconte que son père est à côté en train de lui acheter des livres et sa mère sa baguette magique. Et là, on a un aperçu du caractère de ce fameux jeune homme. Il raconte que, bien que les premières années n'aient pas le droit d'avoir des balais de course, il allait traîner ses parents à la boutique de balais parce qu'après tout, il arriverait bien à convaincre son père de lui en acheter un et comme ça, il le fera passer en douce à l'école. En l'écoutant parler, Harry a l'impression d'entendre parler Dudley. Donc ça montre quel genre d'impression fait ce garçon à Harry. Le jeune homme questionne Harry sur le Quidditch, sur les maisons, sur Serpentard, Poufsouffle. Évidemment, Harry est perdu face à ces informations. Il n'a aucune idée de ce dont il veut parler. Le bavard s'arrête de parler en montant à Hagrid, qui tient 2 grosses crèmes glacées, et donc du coup ne pouvait pas rentrer dans la boutique. Harry, enfin content de pouvoir donner une information, dit au garçon que c'est Hagrid et qu'il travaille à Poudlard. Mais apparemment, il en a déjà entendu parler et sur un ton dédaigneux, il indique à Harry que de toute façon c'est un domestique, une sorte de sauvage un peu trop porté sur la bouteille, et qui a tendance à faire un peu des tours de magie désastreux qui met le feu à son lit. Harry dit au garçon insolent qu'il trouve Hagrid très intelligent, mais ça c'est pas l'avis du jeune homme qui se demande ce qu'Harry peut bien faire avec lui au lieu d'être avec ses parents. Et donc Harry lui dit que ses parents sont morts. Et apparemment, ça fait ni chaud ni froid à son interlocuteur. Mais bon, la seule chose qui l'inquiète, c'est si les parents morts d'Harry étaient de leur monde. Et Harry lui répond que si sa question était de « est-ce qu'ils étaient sorciers ?», la réponse est oui. Et là, le garçon d'un pâle se lance dans son discours selon lequel Poudlard devrait être uniquement ouvert aux vieilles familles de sorciers comme eux, et non pas aussi aux sorciers qui n'ont jamais même entendu parler de Poudlard avant de recevoir la lettre. Alors c'est assez marrant parce qu'il sait pas à qui il s'adresse, parce que Harry vient pas d'une vieille famille de sorciers, vu que sa mère est moldue. Enfin, moldue, c'est une sorcière, mais elle vient d'une famille de moldus. Et Harry, avant de recevoir sa lettre, n'avait jamais entendu parler de Poudlard. Après, Harry, sa mère est une émoldue, mais ça fait pas de Harry un sang mêlé pour autant. Même chez une famille hardcore comme les Malfoy, il y a une espèce de tolérance quand même quand ça descend les générations, tu vois. Genre Lily, elle était impure. Lily, elle aurait pas dû aller à Poudlard. Finalement, elle s'est mise avec un sorcier. Ils ont fait un enfant, Harry, pour le coup, par exemple, quand il y a le basilic qui est sorti dans la chambre des secrets, il est jamais inquiété, quoi. C'est pas... Bon, parce que le basilic attaque les némoldus. Mais Harry, justement, c'est pas un némoldu, quoi. Donc, oui, indirectement. Et c'est pas un sang mêlé non plus. Indirectement. Parce que sa mère est sorcière. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, ses 2 parents sont sorciers, mais en revanche, quand on remonte dans la branche généalogique, il a du sang moldu. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr dans que ses veines. Les Potter, c'est pas une famille de sang pur. Non. Ce qui est triste à ce moment-là, quand même, bon, on ne sait pas que c'est Drago Malfoy encore, excuse-moi, je tue ton suspense, mais c'est quand même triste de voir à quel point il répète très certainement le discours que ses parents lui ont servi pendant toute son enfance. Et le constat, il est assez triste de la part de J.K. Rowling, c'est que elle raconte à ce moment-là que Draco Malfoy, il n'est que le produit formaté de l'éducation de ses parents. Alors il demande comment s'appelle Harry, mais avant qu'il ait eu de lui répondre, Madame Guipure les interrompt, ce qui lui permet de couper court à cette désagréable conversation. De retour dehors avec Hagrid, Harry occulte de lui parler de la conversation qu'il a eue à l'intérieur de la boutique d'uniformes. Il interroge Hagrid sur le Quidditch, ce qui lui fait rappeler qu'il n'a aucune connaissance de la base du monde des sorciers. Donc du coup, Harry, il décide quand même de parler de sa rencontre avec ce jeune garçon au teint pâle, Malfoy, merci Jérémy. Je t'en prie. À chaque fois, je disais, ne le cite pas, Marina, utilise d'autres termes. Donc de sa rencontre avec le garçon au teint pâle et de son avis sur l'admission unique de vieilles familles de sorciers.
Hagrid, lui, il lui dit que c'est du bullshit parce que sa mère, Lily, elle venait d'une famille de moldus, mais qu'elle faisait partie des meilleurs élèves de Poudlard. Donc, le sang ne veut rien dire. Et pour ce qui est du Quidditch, Hagrid lui dit que c'est un sport qui passionne les sorciers autant que les moldus avec le foot. C'est un jeu qui se joue sur un balai à l'aide de 4 balles. Dans la vie moldue, tu t'en fiches du foot. Mais si t'étais une sorcière, est-ce que tu t'intéresserais au Quidditch ? Non. Ok. Non, parce que même dans les livres ou les films, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas mes scènes préférées, c'est pas mes moments préférés. Il y a pas mal de lecteurs qui n'aiment pas les chapitres Quidditch ou Moi, ils trouvent que c'est un peu pénible à lire. Ouais. Ok. Toi, non, t'aimes bien ? C'est pas mes chapitres préférés, c'est pas mes passages préférés. Après, je comprends pourquoi c'est là. Parce que ça reste... Oui, c'est nécessaire à l'histoire. C'est nécessaire à l'histoire, voilà, parce que ça reste une histoire qui se déroule dans un internat avec des maisons où il faut supporter sa maison. Et là-dedans, dans cette camaraderie, dans cette fraternité, le sport a forcément une place importante. Et je comprends pourquoi c'est là. Après, c'est sûr que c'est pas mes passages préférés, les matchs de Quidditch. Hein. Et pour ce qui est des maisons, de Serpentard et de Poufsouffle, ce sont des maisons qui sont au nombre de 4. Donc il n'explique pas pour l'instant le principe des maisons, parce qu'on dit des maisons dans une école, ok, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Il lui indique quand même que nombreux cancres sont à Poufsouffle, mais bon, il valait mieux être à Poufsouffle qu'à Serpentard, puisque tous les sorciers qui ont mal tourné sont dans la maison, donc on peut compter Voldemort, bien entendu, dans la maison Serpentard. Ils continuent leur emplette par la librairie Fleury et Botte pour l'achat des livres scolaires. Alors moi, personnellement, j'aurais trop voulu que ma liste de livres scolaires m'entraîne dans une bibliothèque comme décrite dans les livres avec des pavés en cuir remplis de symboles étranges. Ça aurait été génial. Tellement. Plutôt que l'espace culturel du Cora de Dijon. Du centre Leclerc, à Carrefour aussi. C'est pas le même style. Harry est tapé par l'ouvrage de Vindicus Viridian. Sort et contre-sort, ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortilèges de Crâne Chauve, Jambe en Canton, j'arriverai pas à le dire, Jambe en coton. Sort et contre-sort, ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortilèges de Crâne Chauve, Jambe en Coton. Alors, je vous explique quand même. Ça fait 4 fois que Marina essaie de dire le sortilège jambe en coton et n'y arrive pas. Donc je pense qu'on va passer à la suite. Langue de plomb et bien d'autres encore. Harry aimerait bien jeter quelques-uns de ses sorts sur Dudley. Et c'est là qu'Hagrid lui conseille de ne pas trop utiliser la magie dans le monde des moldus et que surtout, il n'a pas encore les compétences pour jeter les sorts. Bah, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité venant d'Hagrid. Hein. Lui qui jette des sorts avec une baguette cassée, super. Au fur et à mesure de leur avancée dans les boutiques qui s'alignent le long de la rue, les achats s'empilent. Il ne reste plus que la baguette à acheter. Hagrid entraîne Harry dans un magasin qui vend des hiboux pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. 20 minutes plus tard, il sort de la boutique avec une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige. C'est étonnant que dans ce chapitre, il ne donne pas le nom à Edwige. Je crois que ça arrive plus tard. Ouais, elle n'est pas citée. Je pensais le trouver maintenant et en fait, non. C'est un petit peu plus tard où on apprend que Harry a décidé de l'appeler Edwige parce que c'est un nom qu'il a vu dans un de ses ouvrages. Ah oui, en effet, oui. Je crois qu'il avait lu chez les Dursley en attendant. Ouais, il l'a trouvé là-dedans. Après cet achat, vient l'heure de l'achat de la baguette magique. À la brioche dorée. Harry et Hagrid se dirigent vers la boutique où, au-dessus de la porte, des lettres d'or écaillées indiquent Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Alors ça a l'air d'être une boutique un peu austère, une simple baguette est exposée en vitrine, et l'intérieur minuscule contient une unique chaise de bois mince. Des milliers de boîtes étroites sont entassées presque jusqu'au plafond. L'ambiance du lieu laisse supposer une magie secrète. Une voix douce fait sursauter Harry. Monsieur Ollivander sait qui est Harry et l'attendait. Il dit à ce dernier qu'il a les yeux de sa mère et que c'est lui qui a vendu sa première baguette. En lisant ce passage, ça m'a intriguée. Pourquoi première baguette ? Ça suppose que Lily en a eu une autre ? Honnêtement, pas à ma connaissance. Hein. Je t'ai pris de court là, hein ?
Non, parce que j'ai été regarder quand même, mais j'ai rien trouvé. Je sais pas pourquoi il dit la première baguette. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et c'est même pas une erreur de trad, comme plus tard, on va le voir. Peut-être, mais en tout cas, dans le film, il dit pareil, Ollivander. Donc, je pense pas que ça soit une erreur de traduction. Peut-être que Ollivander part du principe où on garde pas forcément sa baguette toute sa vie et que c'est la première baguette de Lily parce qu'elle avait le même âge. Là, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Les auditeurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous le transmettre. Parce que, ouais, il dit que c'était une baguette parfaite pour les enchantements en bois de saule. Donc, est-ce que ça peut supposer que, par exemple, ta première baguette, elle est géniale pour les enchantements, mais si tu veux plutôt faire de la métamorphose, comme on va voir plus tard avec James, tu peux changer de baguette. Mais ça paraît incohérent puisque c'est la baguette qui choisit son sorcier, tu vois, donc... Ouais, mais la baguette choisit son sorcier, mais rien ne t'empêche d'en changer, en fait. D'ailleurs, je me pose même la question, c'est intéressant, est-ce que la plupart des sorciers gardent la même baguette toute leur vie, ou est-ce que la plupart, ils se mettent à la changer au bout d'un moment? Je sais pas, moi j'avais dans l'esprit que toi t'avais un lien spécial avec ta baguette. Ouais, ça c'est sûr. Une seule baguette pour un sorcier. Bah après ça change tout si tu peux la changer et tu as un autre lien en fonction de ce que tu veux en faire. Bah de toute façon tu peux gagner d'autres baguettes, donc ça on le verra plus tard. Tu peux gagner d'autres baguettes, tu peux emprunter la baguette de quelqu'un d'autre. Mais forcément les pouvoirs seront moins intenses. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que t'as beau avoir trouvé une baguette, mais si t'as envie de changer, j'imagine que tu peux retourner dans une boutique comme celle d'Ollivander et te prendre une autre baguette. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Ouais, après tu peux, mais... Quel est l'intérêt ? Peut-être que le lien sera jamais aussi fort qu'avec ta première baguette. Peut-être. Après, pourquoi il dit ça, je sais pas. Il le précise et bon, je vois pas trop pourquoi perso. Ollivander se rapproche d'Harry pour lui dire que la baguette de son père était plus puissante et efficace pour les métamorphoses et qu'il avait une préférence pour le bois d'acajou. Enfin, il ajoute préféré, mais c'est pas le bon terme puisque c'est la baguette qui choisit son sorcier. Enfin, préféré, du coup, vu notre débat, tu peux pas avoir de préférence pour peut-être ta première baguette, mais quand tu as envie de changer de baguette... Après, je pense que c'est un peu comme ta maison de Poudlard, la baguette. C'est-à-dire que c'est la baguette qui choisit son sorcier et en même temps, je pense qu'il y a une réciprocité dans ce geste-là. C'est-à-dire que la baguette choisit son sorcier, mais tu vas pas choisir non plus une baguette qui te ressemble pas complètement. Comme le Choixpeau va prendre en considération la volonté de l'élève. Et je pense que si une baguette choisit un sorcier, mais le sorcier, une fois qu'il l'a dans la main, il sent que ça passe pas, je pense pas que la connexion se fasse. Et donc, ça m'a fait tiquer aussi quand j'ai relu la phrase « c'est la baguette qui choisit son maître ». Parce que si tel est le cas, pourquoi Malfoy a dit que sa mère était en train d'acheter sa baguette ? Et en fait, j'ai cherché et c'est juste une erreur de traduction. Dans le livre, en fait, elle va juste regarder les baguettes « looking at wands ». Si j'ai bien prononcé. Non, j'ai pas prononcé. Wands, mais sinon wands. c'était presque correct. Petite erreur de traduction de Jean-François Ménard, ça arrive. Donc voilà, tout est résolu, fin du drame. Alors Ollivander se rapproche encore plus près d'Harry au point où il distingue son reflet dans les yeux argentés du vieil homme. Et le vieil homme est si près qu'il voit alors sa cicatrice en forme d'éclair. Il s'excuse car il apprend à Harry que c'est lui qui a vendu la baguette responsable de cette cicatrice. Une baguette en bois d'if, très puissante, d'autant plus qu'elle était entre des mains maléfiques. Il s'interrompt en voyant Hagrid et se rappelle que la baguette en chêne a dû être cassée en deux alors qu'il a été exclu de Poudlard. Hagrid dit d'une voix mal assurée qu'il a gardé les morceaux, même s'il ne doit en aucun cas s'en servir, ce qu'il fait bien sûr. C'est pas vraiment des bouts de baguette dans son parapluie rose. Non, en tout cas, je me suis dit, la mémoire incroyable de cet homme, s'il se rappelle des baguettes de chaque personne à qui il en a vendu. A priori, il se souvient de tout le monde. Par exemple, dans la coupe de feu, quand il reviendra pour l'examen des baguettes des champions, il se souvient aussi de la baguette de Cédric Diggory, par exemple. Donc ouais, c'est un homme avec une mémoire incroyable, au goût un peu douteux, comme Harry s'en aperçoit. Pourquoi au goût douteux ?
Bah, la façon dont il parle de Voldemort, par exemple, c'est-à-dire que... peut-être avec une fascination un peu malsaine. Voilà, c'est-à-dire il a une fascination pour Voldemort, je pense. Après, qui n'en a pas enfin... Bah, en fait, c'est surtout que comme il est passionné de baguettes magiques, à quel point une baguette peut avoir des pouvoirs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense sincèrement que ce que Voldemort a réussi à accomplir, par exemple, avec sa baguette, il voit un peu ça comme une œuvre, tu vois? Genre, il a poussé un art. Alors certes, c'était pour faire des choses affreuses, mais quelque part, quelle envergure, comme il dit. Il est douteux, Ollivander. Mais par rapport aux baguettes, tu crois qu'il ne fait que les vendre? Ou je pense pas qu'il les fabrique toutes. Si, il les fabrique toutes. Il les fabrique toutes? Ouais. D'accord. Ouais, c'est... Il fait pas juste les vendre, ouais. Donc ça explique la fascination aussi de l'œuvre de sa baguette aussi. Ouais. C'est un objet magique qu'il a créé et quand il voit toute la destruction et le pouvoir que ça a donné aux sorciers qui s'en emparaient... Ouais, c'est ça, c'est qu'il devrait presque ressentir de la culpabilité finalement d'avoir créé cette baguette qui a permis de faire tant de choses horribles. Et finalement, des non. excuses auprès d'Harry, mais des excuses... qui sont pas forcément sincères. Pas mea culpa, je me sens coupable. Non. Et je pense qu'il en tire même une certaine fierté. Tu vois, pour... c'est pas quelqu'un de mauvais, non. Mais il est fasciné par le pouvoir sous toutes ses formes. Alors vient le moment du choix de la baguette. Alors apparemment, pour ça, il faut se munir d'un mètre ruban pour mesurer quasiment toutes les parties du corps humain. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, à quoi ça allait servir, même le tour de tête. Mais bon, apparemment, ça a un intérêt. Et le vieil homme indique que chaque baguette renferme des substances magiques très puissantes, comme des poils de licorne, des plumes de phénix ou encore des cœurs de dragon. Alors c'est pas très vegan tout ça. Tu crois qu'actuellement dans le monde des sorciers, il y a un move vegan où t'as des baguettes 100% vegan? Bah ouais, parce que je sais pas, en tout cas, si t'as une baguette avec un cœur de dragon dedans, c'est pas vegan, hein. Bah non. Tu peux pas te revendiquer comme vegan, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il lui dit que aucune baguette n'est identique. Pendant qu'Ollivander va chercher des boîtes, le maître ruban continue de faire son travail tout seul. Alors Harry, il essaye plusieurs baguettes jusqu'au point où un monceau de baguettes se retrouve sur la chaise. Et face à ça, Ollivander, il juge Harry comme un client difficile. Enfin, Harry essaie une baguette en bois de houx et plumes de phénix très souple. À l'instant où il la prend dans ses mains, une étrange chaleur se répand dans ses doigts. Il la lève au-dessus de sa tête. Oui, Jérém, je te vois. Ça peut être... J'y ai pensé aussi. Et j'hésitais à faire une blague là-dessus. Et je me suis dit, non, je vais pas être si potache. Je vois pas de quoi tu parles. Ça peut être aussi une conséquence de l'adolescence. Mais là, en soi, c'est le lien qui se crée entre la baguette et le sorcier, tu vois. T'as vraiment l'esprit mal placé. J'ai rien à dire. Alors, il sent dans ses mains une étrange chaleur qui se répand dans ses doigts. Il la lève au-dessus de sa tête et la baisse en la faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouges et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette. No comment. No comment. Ne lisez pas entre les lignes. Ce phénomène intrigue Ollivander. Étrange, très étrange. Harry demande alors qu'est-ce qui est étrange. Ollivander lui apprend alors que, à l'âge de 11-12 ans, certains changements se... T'as raté. Ça s'appelle la puberté, Harry. La puberté, Harry. Alors plus sérieusement, Ollivander lui apprend que la baguette qu'il vient d'essayer n'est autre que la sœur de celle qui est à l'origine de sa cicatrice. Elle partage les plumes du même phénix. Étrange coïncidence quand on sait que c'est la baguette qui choisit son sorcier, mais pas si étrange quand on pense au lien qui les unit. Ollivander, on en revient à sa fascination assez malsaine pour Voldemort, pense que c'est le signe d'un bel avenir, parce qu'après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses, certes terribles, mais d'une grande envergure. Je sais pas si on peut dire que Voldemort a eu un bel avenir. Bah, par là, quand... Parce que là, tu cites le texte là, avec bel avenir, oui. C'est ce que dit Ollivander. Ouais. Ah, quelque part. Mais en fait, je pense que si, pour Ollivander, Voldemort, il a une belle destinée, en fait. Mais c'est là toute l'ambiguïté du personnage. Une grande destinée, mais on peut pas dire qu'elle est belle, en fait. Ah, bah non, on peut pas dire qu'elle est belle, hein, ça c'est sûr. Mais Ollivander, apparemment, lui, ça lui pose pas trop de soucis. Et donc, face à cette déclaration d'Ollivander, face à cette réflexion, Harry
pense qu'il ne trouve pas Ollivander très sympathique et on peut le comprendre. Donc Harry et Hagrid quittent le chemin de traverse et Harry est tellement absorbé par ses réflexions qu'il ne voit pas les mines choquées à nouveau des gens lorsqu'il prend le métro avec le géant en portant des paquets bizarres et surtout une chouette. Les deux compagnons s'installent pour manger un hamburger. Pardon, je sais pas pourquoi je fais avec un accent. Mais Hagrid voit bien que le jeune garçon est perturbé, malgré le fait qu'il ait vécu le plus bel anniversaire de sa vie. Ce qui le tracasse, c'est que tout le monde pense que c'est un être exceptionnel par rapport à ce qu'il a vécu avec Voldemort, alors qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé ce jour-là. On peut comprendre que c'est assez perturbant, tout le monde lui parle de son vécu, de ce qui s'est passé la nuit où ses parents sont morts, et lui, avant de connaître Hagrid, il en avait aucune connaissance. Et il a peut-être l'impression aussi que les gens connaissent mieux sa vie que lui, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut se sentir dépossédé un peu aussi de son histoire. Et puis, tu vois pas la journée qui vient de passer quand même. C'est-à-dire qu'il y a 24 heures, il savait même pas qu'il était un sorcier, quoi. Et là, il a reçu toutes les informations dans la tête. Il a appris que le monde des sorciers existait. Il en a fait une première expérience au chemin de traverse. Et ça doit être assez bouleversant. Et c'est une pour un enfant de 11 ans. aussi dans le monde des sorciers. Tout le monde connaît son nom et son histoire. Enfin, pense connaître son histoire. Parce que finalement, c'est que le début de sa vie, le drame avec ses parents et la mort de Voldemort. Et ils pensent connaître ce jeune garçon et en fait, ils savent pas du tout qui il est et qui il va devenir. Donc Hagrid le rassure avec bienveillance et lui dit qu'il suffit de rester soi-même et que de toute façon, tout le monde commence au même niveau à Poudlard. Il accompagne Harry jusqu'au train, le ramenant chez les Dursley. Avant de partir, il lui donne son billet pour Poudlard. Harry veut regarder Hagrid jusqu'il soit hors de vue, mais le temps de cligner des yeux, le géant avait déjà disparu. Et voilà pour ce chapitre 5, le chemin de traverse. On espère que ça vous a plu d'explorer ou de plutôt réexplorer ce chapitre avec nous. Et tradition oblige, vient le moment de renommer le chapitre avec plus ou moins de succès. Donc toi, Marina, si tu aurais renommé le chapitre, quel titre tu lui aurais donné ? Comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé. Ça, c'est une tradition aussi. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 5, les courses scolaires à Carrefour. Ah non, j'ai quasiment la même idée. Ah bah ouais, non mais en même temps, c'est la facilité. Ouais, non, j'ai joué la bêtise un peu. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 5, Harry achète un stylo 4 couleurs au Super U sorcier. Voilà, on est très original là, comme vous voyez. Et enfin, avant de conclure cette émission, on passe tout de suite, comme promis, à la volière avec vos messages. Et avant de passer au premier message, on va faire un petit retour sur le débat Hagrid / grossophobie. On a vu que ça a fait réagir pas mal d'entre vous, on a reçu pas mal de messages. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec nous. Nous, on est plutôt d'avis que jusque dans les années 90, c'était fait pour marrer les enfants et que ça pouvait pas être vu comme un défaut à proprement parler. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ouais, ça nous fait plaisir quand on sait qu'on entraîne des débats et des réactions de votre part. Surtout, je vois que j'entraîne beaucoup de débats aussi. On a reçu pas mal de messages me disant que j'avais tort pour Harry. Il y a un amical d'Harry Potter dont je n'avais pas connaissance. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Et continuer de réagir et de nous contredire et de vouloir débattre avec nous, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Voilà. Alors, on passe... un premier message de Jupamac. Alors, vous connaissez la théorie comme quoi Patenron serait le chat de Lily et James, car c'est mentionné qu'ils ont un chat dans la lettre dans les reliques de la mort ou ailleurs, mais c'est précisé. Cela expliquerait pourquoi ils n'aiment pas Croutard et pourquoi ils traînent avec Sirius Chien. C'est une des seules théories avec celle de Drago Garou, qui, je trouve, tient grave la route. J'ai pas écouté le dernier album de Drago Garou. Oh. J'ai mis quand même une demi-seconde à comprendre. Alors, est-ce que t'as déjà entendu parler de cette théorie ? De Drago Garou, non ?
Faut pas nous dire des choses comme ça, nous on est des gamins. Non, du fait que Patoron pourrait être le chat de Lily et James. Non. Moi je l'ai déjà entendu, après en termes de date elle colle pas. Et puis non, c'est intéressant, mais c'est le genre de pont, ça me fait un peu penser au boa constructeur, comme quoi ça serait Nagini. Oui. Voilà, c'est un serpent, donc est-ce que c'est pas le même serpent? Donc là c'est il y a un chat, est-ce que c'est pas le même chat dont on parle dans la lettre de Lily et James? C'est intéressant, mais c'est un pont qui finalement n'a pas trop de sens en soi. Bon, et puis en fait tout ce qui expliquait en fait comme quoi il aime pas Croutard et pourquoi il traîne avec Sirius, tout ça, c'est parce que aussi c'est un demi-flaireur en fait, un Patoron, donc il détecte directement en fait que Croutard n'est pas Croutard, et il parvient à discuter avec Sirius. Ouais, donc il a quand même des compétences spéciales. Voilà. C'est pas n'importe quel chat, et ceci explique cela en fait. Donc le fait que ça soit le chat de Lily James, bon, il y a pas besoin de ça pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire. Mais voilà, c'est un pont qui fait, effectivement, je comprends les fans qui veulent faire des ponts, tout ça, mais je ne vois pas comment ça pourrait être possible en fait. Tout simplement en termes de date, ça colle pas trop, je trouve. Et puis je vois pas trop l'intérêt. Un peu comme Nagini boa constructeur. Pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je suis d'accord. Prochain message de Laïa qui nous dit: sur votre dernier podcast, vous évoquiez la maison Serre d'Aigle, les Bestes, ou comme je suis d'accord avec toi Laïa, qui dans les versions cinématographiques se voit affublé comme emblème d'un corbeau plutôt que d'un aigle. Il me semblait que les animaux symboliques des maisons étaient en fait les formes que prenaient les fondateurs, qui étaient tous des animagi. Pourquoi sinon Elga Poufsouffle aurait choisi un blaireau? J'ai cependant voulu vérifier l'information et je n'arrive pas à la retrouver. Pourtant, je ne vois pas d'où je l'aurais sortie si elle n'est pas vraie. Comme la nouvelle version de Wizarding World n'a pas de fonction recherche d'articles, je n'arrive pas non plus à remettre la main sur celui parlant des fondateurs. Je lance quand même cette hypothèse en espérant que certains puissent l'affirmer ou l'infirmer. Alors Laïa, j'ai fait une petite recherche parce que ça m'a étonné ton information comme quoi ça serait les animagi ou animagi, je sais jamais, je vais continuer à dire animagi, des fondateurs. En tout cas, j'ai cherché et il n'y a pas de source officielle sur cette information. J'ai un peu cherché partout. Les animaux, ils sont surtout et essentiellement symboliques. Et sinon, Laïa, elle a une autre petite question qui n'a rien à voir. Comment s'appelle votre chat? Elle s'appelle Weezy. Et non, ce n'est pas un nom d'Harry Potter. Non, on n'a pas choisi son nom puisqu'on l'a adopté. On l'a adopté il y a quelques mois et elle a déjà 3 ans, voilà. Et elle se fait parfois entendre dans les podcasts. Oui, je sais pas si vous avez eu Moi, je pense qu'on l'a entendu quelques fois. Peut-être, tout à l'heure, ouais. C'est la mascotte. Bon, elle a plein d'autres noms, mais on les dira pas à l'antenne. Le nom officiel, c'est Weezy. Et un autre message de Marion. Quand vous vous demandiez si les jeunes sorciers allaient à l'école avant de rentrer à Poudlard, eh bien je pense que non, ils ne vont pas à l'école primaire, car en arrivant à Poudlard en première année, personne ne se connaît. Or, la population des sorciers n'est pas si nombreuse que ça, et on pense notamment à la maison des Weasley et des Lovegood par exemple, qui ne sont pas si éloignés. Les enfants auraient donc dû se croiser en primaire, et ce qui ne semble pas être le cas. Ceci dit, je trouve ça vraiment limite que le ministère ne prenne pas en charge l'éducation des jeunes enfants. Après, c'est jamais précisé... Non, Ron n'y connaît pas Luna. Donc non, je pense que la plupart des familles de sorciers n'envoient pas leurs enfants à l'école primaire. Ça serait l'école à la maison? Ouais, c'est l'école à la maison. Je pense que tous les enfants Weasley, c'est Molly qui leur a fait l'école. Et puis je vois bien aussi Luna avec son père. Son père qui lui apprend des choses un peu bizarres, des cultes mystérieux. Donc non, effectivement, on peut remettre ça en question, enfin en cause en tout cas. Mais je pense que la plupart des enfants issus de familles sorcières traditionnelles vont pas à l'école. Prochain message de Valentin qui nous dit: au sujet de l'été noir, c'est un objet qui existe dans la vie moldue. C'est une tige avec au bout une sorte de cloche qui sert à éteindre les bougies. Je pense que notre autrice préférée l'a remplacé par Déluminateur, pensant qu'Été noir ne faisait pas assez magique. Bah oui, merci Valentin pour effectivement cette petite précision. Et merci pour le terme autrice. On ne l'utilise pas assez souvent. Ouais. Et puis sur le fait qu'effectivement un été noir, c'est
un mot qui est dans le dictionnaire. Donc effectivement, on peut comprendre pourquoi déliminateur, c'est plus attirant. Et au passage, bonne livraison à toi, Valentin, puisque tu es chauffeur-livreur dans ta vie moldue. Et un dernier message, et c'est un message de Jeanne. Quand Harry se retrouve dans le cimetière dans le 4 avec Cédric, les dernières victimes de la baguette de Voldemort apparaissent, et Cédric est parmi eux. Or, c'est Peter Pettigrew qui a tué Cédric avec sa baguette. Enfin, je trouvais ça bizarre, peut-être que je me trompe. Alors, quelqu'un avait posé cette question dans un chat en 2004 à JK, et elle avait répondu que effectivement Peter Pettigrew avait tué Cédric, mais avec la baguette de Voldemort. Donc il n'y a pas d'incohérence par rapport aux apparitions des dernières victimes de Voldemort. Tout simplement. Voilà. Merci à tous pour vos messages. Ne désespérez pas, surtout si on ne vous a pas cité. On va peut-être le faire la prochaine fois. Sinon, n'hésitez pas à nous renvoyer un autre message. Peut-être qu'on citera l'autre message. Voilà, ne désespérez pas. Et si vous souhaitez être cité dans la volière, n'oubliez pas de privilégier les questions ou les rebondissements plutôt courts. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos hiboux sonores. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à réagir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, un nouveau chapitre, de nouvelles blagues de Jérémy et Marina. Et en attendant, on reste connectés sur les réseaux moldus. À bientôt! Salut!